En direct du salon Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, bonjour et bon dimanche depuis le pied des Pyrénées. Enfin, vous en avez l'habitude, maintenant ça fait 4 jours que notre dispositif Sud Radio s'est déplacé sur les Pyrénéennes, ce beau salon de l'agriculture qui a pris lieu dans le Comminges. Alors ceux qui ne connaissent pas le Comminges, vous prenez votre livre de géo, et oui, parce que le Comminges c'est une région qui fait en fait le lien entre la plaine et les Pyrénées. C'est ce qu'on appelle le Piémont, voilà, c'est le Piémont, c'est le bas des Pyrénées, à mi-chemin entre Toulouse et l'Espagne. C'est pas très difficile quand même à trouver. Et là, à Saint-Gaudens, depuis 4 jours, nous sommes installés avec les équipes de Sud Radio pour ce salon Les Pyrénéennes, qui est un salon d'agriculture régionale. Et moi, je ne pouvais pas commencer autrement cette émission dans les Pyrénées que par un personnage très important de notre gastronomie, c'est le cochon. Je préfère dire le cochon que le porc, même si généralement on parle de porc pour l'animal vivant et de cochon pour la viande une fois qu'elle a été abattue et traitée en salaison ou en frais d'ailleurs. Mais moi j'aime bien dire le cochon, c'est sympathique le cochon, et ce matin je reçois 2 spécialistes du beau cochon qui est important dans les Pyrénées. Alexandre Fonseca. Bonjour Alexandre. Bonjour Vincent. Alexandre qui représente le port noir de Bigorre. La Bigorre, c'est pas très loin, aussi au pied des Pyrénées, un petit peu plus vers l'ouest. Ouais, tout à fait. Et Saint-Gaudens et le Comminges fait partie intégrante de la zone de l'AOP Port Noir de Bigorre et Jambon Nord de Bigorre. Donc c'est important. On est un peu à la maison. Et alors, presque un étranger dans le, mais pourtant venu d'Occitanie, un peu plus haut, depuis le Lot. C'est Éric Viau qui est avec nous, et lui il représente le cul noir limousin, qui est un peu sur un terroir sud là du coup chez vous. Et bonjour Vincent, oui, oui, le cul noir du Limousin qui est une race aussi qu'on ne connaît pas trop encore. C'est pour ça qu'on va en parler. On va en parler. On va en parler tous les 3. Alors, 2 spécialistes du cochon, et pas de n'importe quel cochon. Attention, le cochon en France c'est important, c'est un produit important, et justement sur ce salon des Pyrénéennes, la part faite à l'élevage, elle est très importante. Et puis vous allez me dire, bon, ça sent pas tellement le vegan. Non, effectivement, et tant mieux, parce que dans le sud-ouest largement, je dirais que les produits carnés c'est important, l'élevage c'est important, et le cochon c'est super important. Ce port noir de Bigorre, il est un peu le représentant du beau cochon, de ce qu'on appelle les races anciennes ou les races rustiques. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, il existe 6 races locales en France, donc le cul noir limousin, le port basque, le port corse, le port de Bayeux et le port blanc de l'Ouest, et le port noir de Bigorre, fait l'AOP port noir de Bigorre, donc dans notre zone. Donc effectivement, aujourd'hui, ces races locales, elles reviennent au goût du jour, parce qu'elles ramènent du gras quand les consommateurs voulaient plutôt du maigre. Et en fait, on arrive à ramener du goût et du plaisir dans les assiettes des gens. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. Et en plus, on coche beaucoup d'images, durabilité, biodiversité. On sauvegarde des races autochtones issues de nos territoires. Et en plus, on amène du plaisir dans les assiettes des gens. Et c'est ça le plus important. En somme, si je comprends bien, Alexandre Fonseca, black is beautiful quand on parle de cochon. Ouais, tout à fait. Le noir est à la mode. Le noir est à la mode chez le cochon. Chez le cochon, c'est la Rolls-Royce des cochons. Parce les que noirs ou noir blanc. Tous ces porcs noirs qui sont... Alors, pour ce qui vous concerne, c'est un porc noir gascon, dans l'appellation noir de Bigorre. Pour vous, c'est un cousin, Eric, le cul noir limousin, il a bien été chercher son cul noir quelque part. Oui, il est voilà, il a, on va dire, une tenue, la tête, le cul noir, et un petit drapeau sur le dos. Voilà, c'est. Mais il a une parenté avec tous ces cochons noirs qui sont aussi cousins des porcs ibériques. Certainement, il est très gras, c'est une viande persillée, et quand on les attend bien comme il faut à l'âge adulte, il nous met une viande rouge et très 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 persillée, quoi, beaucoup de gras, quoi. Alexandre, quelle est la différence entre le port noir de Bigorre de ce côté-ci de la frontière et de l'autre côté des Pyrénées, le port ibérique? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout le bassin méditerranéen, dans le sud de l'Europe, on a des races locales de porc noir ou pie noir. Ouais. Un peu partout, on va retrouver plein de races locales. Alors on est regroupé, on a une fédération européenne avec toutes ces races locales. Et en fait, elles ont la même histoire, c'est qu'elles peuplaient
nos territoires depuis la nuit des temps. Elles ont été victimes de l'industrialisation de l'agriculture avec les On a deux voulu guerres. les éradiquer pour faire du cochon de batterie. Et à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, quand il a fallu reconstruire les pays, quand il a fallu produire vite, pas cher et le goût on n'en parlait pas, en fait elles ont été disparues parce qu'elles sont trop grasses, elles ont des croissances très lentes et elles n'ont pas de rendement de maigre. Mais moi je vais me faire l'avocat du diable pour l'un comme pour l'autre, parce que le monsieur là, le cul noir limousin qu'on aime beaucoup, avec une belle charcuterie effectivement de ce sud-ouest du Massif central, on va dire que il y a toujours cette réaction. Moi je le vois quand les gens vont chez le boucher, chez le charcutier, ils disent je veux pas payer le gras au prix du maigre. Et quand on achète moi, on est particulier, on aime ça sur un carré de porc avant que ce soit bien couvert. Mais la plupart des gens veulent manger de la chair et délaisser un peu le gras. Alors c'est vrai qu'il y a un gros travail d'éducation à faire. Ramener les gens à prendre du gras, leur inculquer que le goût, c'est un équilibre entre le gras et le maigre. Il faut de la chair, du maigre effectivement, mais il faut un gras de très bonne qualité. Et quand on a du gras comme du Noir de Bigorre ou comme Serras Local, où on a des acides gras de bonne qualité équilibrés en oméga 3, oméga 6, vous pouvez en manger, on l'a déjà dit, ça pourrait devenir moi, je m'en prie un produit pharmaceutique. Quoi, moi je me soigne à ça, je suis en pleine santé sur le plan du cholestérol. Tout à fait, alors nous aussi on est plutôt... On le dit, la diète méditerranéenne, c'est des produits qui font partie de la diète méditerranéenne. Donc, on peut en consommer, on peut y aller. Éric Viau, vous aussi, vous avez l'air bien nourri. Mais moi, je suis bien nourri, mais même très fin, en mangeant pas mal de cochons. Et le gras, notamment. Et le gras, bien sûr, comme tout s'éduque. Il faut réapprendre à cuisiner ces produits. C'est. Mais on a l'air de plaisanter en disant ça. On ne plaisante pas du tout en disant ça, parce que on nous parle tout le temps du gras des poissons bleus, par exemple, dont on sait que effectivement le thon, la sardine, le maquereau, etc., c'est un bon gras. On oublie trop souvent que ce porc a de l'acide linolénique dans son gras. C'est un gras qui a un point de fusion beaucoup plus haut que le gras de porc blanc, et donc qui est meilleur pour la santé, Alexandre. Ouais, effectivement. Alors on dit qu'on a les mêmes gras que l'huile d'olive. On connaît les bienfaits de l'huile d'olive. Et en plus, nos viandes, ce qu'elles ont, c'est que c'est ce qui est important aujourd'hui. Il faut manger des viandes qui sont engraissées et élevées avec de l'herbe. Donc nos cochons, ils mangent de l'herbe. Donc c'est des viandes qui sont très riches en vitamine E, en antioxydants. Et c'est des viandes équilibrées, donc comme je l'ai redit, en oméga 3, oméga 6, riches en acides oléiques et linoléiques. Donc c'est des bons acides gras. Donc on le dit pas, oui, effectivement, nous on est tous des gens... je sais pas si on est trop intégriste dans cette culture-là. Non, mais je pense que vous croyez dans votre produit, et quand on a un beau produit, c'est plus facile de le défendre. Ouais, effectivement, mais en plus c'est au-delà de ces pensées-là. Aujourd'hui, il y a des médecins, il y a des cardiologues qui disent que c'est comme le vin tanate, manger du gras, du bon gras, notamment de Noir de Bigorre, c'est bon pour la santé. Donc ça fait partie d'un équilibre. C'est comme tout, il faut le manger que ça, tout à fait. Sûr, mais dans l'équilibre, c'est des bons acides gras et il faut y aller. On peut se faire plaisir avec ces produits-là. Éric Viau, vous êtes éleveur dans le Lot. Alors j'ai envie de dire engraisseur. Engraisseur. Parce que je ne fais pas les naissances, je vais chercher les petits chez le naisseur. Et j'engraisse donc. Vous les élevez un peu comme les enfants, même si on les a pas fait. Exactement, c'est mes bébés, on va dire. Ouais. Mais voilà. Et donc combien de temps vous le faites d'ailleurs? Un cochon, il part au bout de combien de temps de chez vous à la base? Alors chez nous, le minimum, c'est 14 mois. Mais quand on a besoin de faire du débit, notamment en juillet et août, où on travaille beaucoup sur les marchés gourmands et on cuisine avec le saindoux. On fait cuire les pommes de terre pour accompagner nos plats, nos saucisses de coin, les boudins, etc. Vous me donnez envie là. Il est que 10h du matin et j'ai déjà faim là. Alors rendez-vous dans 3 ans à Saint-Gaudens et on essaiera de venir cuisiner les bons produits. Voilà, de la belle côte bien grasse. Non mais moi je vous entends quand vous me dites ça, parce que je m'imagine tout de suite. Ça part à quel poids à peu près un cochon? Alors nous on arrive en général c'est entre 100 et 130 kilos carcasse suivant les spécimens, puisqu'on ils sont tous différents. C'est des personnages. Exactement. Des singularités, bien sûr. Et les plus gros quand en fin de saison, donc ils restent plus longtemps dans les parcs, donc ils profitent bien plus que les premiers, et donc on est arrivé à 160 carcasses quoi.
Ah oui, Là, la belle bestiole. mais là, oui, et là, il faut être bien deux pour les charger. Est-ce qu'on est sur les mêmes standards à peu près du côté du Port Noir de Bigorre, Alexandre? Oui, tout à fait. Ces races locales, elles sont toutes à peu près, c'est des races que l'on va dire tardives, à croissance lente. Donc c'est des animaux qui sont abattus à 14, 16, 18 mois Voilà, c'est et ça. qui font des poids moyen de 130 kg carcasse. Avec une viande assez rouge, hein, C'est il faut des le viandes dire, hein, par très rapport à ce rouges. qu'on connaît du porc breton, Tout à fait. pas souvent de très grande qualité qu'on trouve sur nos étals. Mais la couleur va être liée à l'âge. En fait, les Aussi, animaux, plus ils exactement. vont être vieux, plus ils vont avoir d'activité physique et plus la viande va se marquer de couleur rouge. Eh ouais, il faut Donc, bien irriguer avec un peu de sang, tout ouais, ça quand même, hein, exactement, quand on tout à bouffe. fait. Voilà. Et aujourd'hui, des gens, on peut la comparer à du veau ou du bœuf. Des gens, quand ils voient, ils n'ont pas l'impression de manger du porc. Donc, en fait, c'est une question de culture, d'expliquer les produits, de travailler à la promotion. Quand on vous dit que sur les marchés, elles sont belles vos côtes de bœuf, je dis mais regardez la photo, la bannière, c'est du cochon, monsieur. Vous ne trouvez pas qu'il manque un peu de cornes? Exactement. Ouais. Éric Viau, comment est-ce que vous avez commencé, vous? Comment est-ce que vous avez eu la vocation? J'adore les animaux. Multirage, j'ai envie de dire, du chien, Ouais, chat, ouais, en passant ouais. par le cochon, et c'est un coup de tête. C'est un coup de tête. Mon métier d'artisan maçon me fatiguait physiquement et Ouais. limite moralement, Ouais, ouais. et j'ai basculé. Vous avez voulu être au milieu de la nature d'une autre façon, quoi. D'une autre façon, et avec de travailler avec du vivant, c'est très particulier, et moi j'adore ça. Je Voilà. vous demande ça parce que dans les gens qui nous écoutent, parfois il y a des gens qui se posent des questions sur une reconversion possible, etc. Ça veut dire que l'élevage, grâce à l'amour des animaux et de bien les traiter de leur vivant, même si la Exactement, finalité oui, c'est l'abattage, Il y a ça aussi. c'est important dans le choix. Il y a de ça vie. aussi, et puis d'acheter des caissettes à 3,40 € ou 4 € Ouais, en sans supermarché. savoir ce Moi qu'on j'ai bouffe, arrêté il y a ouais. 10 ans, hein, donc voilà, voire plus. Et depuis que je suis dans le Lot, j'ai essayé de travailler avec les producteurs, très bons producteurs, que ce soit sur les bovins ou les caprins, etc. Enfin, je veux dire, on a un terroir dans le sud-ouest qui est exceptionnel. Hein. Ok. Le temps a passé bien vite en ce dimanche matin, mon cher Alexandre. Juste un mot, ça va bien? Le Noir de Bigorre, il se porte bien? La production augmente un petit peu parce que tout le monde en demande et il n'y en a pas assez. Non, ça va, ils peuvent continuer à en demander, on a ce qu'il faut. Non, ça va. Ça va, Ça vous se pouvez développe fournir. bien, on fournit, et s'il y a des amis à vous qui en veulent, avec plaisir. Eh ben voilà, qu'ils se tiennent pour dit. Évidemment, vous irez voir sur internet le site du Noir de Bigorre et vous vous en trouverez, et même en livraison à la maison, hein. Absolument. Merci messieurs d'être venus représenter le beau cochon ici sur les Pyrénéennes. Restez avec nous, on va changer d'animaux. On va parler de chèvres et de brebis. Ah oui, je vous en dis pas plus. En direct du salon Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, toujours dans les Pyrénées, enfin au pied des Pyrénées, à Saint-Gaudens dans le Comminges, pour ce salon les Pyrénéennes. C'est entre la foire et le salon de l'agriculture, vous voyez. Il y a ce côté à la fois très régional, très tourné vers l'élevage et l'agriculture en général. Et puisque nous, on aime les bêtes, on a démarré avec les cochons, on va continuer avec d'autres animaux de la ferme en compagnie de Karine qui est avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Vincent. Figurez-vous qu'on va parler alors de produits laitiers, mais pas ceux qu'on attend en général, hein, on peut dire, puisque aujourd'hui on va parler de glace. Eh oui. Alors ceux qui disent que l'été est fini, non. Hein, les glaces on en mange toute l'année. Karine Bossu est là pour nous en parler. Il n'y a pas que Karine avec nous ce matin, Patrice aussi, Patrice Raymond qui nous accompagne. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors ils ont comme particularité ces deux jeunes personnes de faire l'un de la glace de chèvre, c'est Patrice. Oui. Et Karine, elle fait de la glace de brebis, de lait de brebis. Au lait de brebis, oui. D'ailleurs, je commence tout de suite par vous, Karine. Le lait de brebis, c'est la matière première. Moi, il me semblait que dans la glace, l'important, c'était la crème. Ah non, nous on fait des glaces au lait entier, il n'y a pas de crème. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lait de brebis est 2 fois plus riche en matière grasse que le lait de vache. Ce qui fait qu'en fait, pour avoir le pourcentage demandé pour l'appellation crème glacée, en fait, on ne rajoute pas de crème. Tout vient du lait.
Tout vient du lait. Et alors vous, du coup, Patrice, la chèvre, c'est plus pauvre en matière grasse, le lait de chèvre. Voilà. Donc voilà, c'est plus pauvre et donc plus digeste d'ailleurs. Ah, les autres laits, hein. Ça va commencer à se taper l'un sur l'autre avec ses brebis et l'autre avec ses chèvres. Non mais ça veut dire que vous êtes obligé de rajouter une matière grasse? Alors du tout. Moi, je rajoute pas de matière grasse. En fait, moi, c'est avec du jaune d'œuf en fait. Ah voilà. Donc c'est le gras de l'œuf. Voilà. Donc c'est une autre recette en fait. Voilà. Oui, mais alors ça veut dire que lorsqu'on parle de glace au lait, on parle de glace et de crème glacée. Pour ce qui est des sorbets, du coup, vous en faites quand même parce que vous êtes obligé d'avoir des glaces aux fruits ou vous ne le faites pas du tout? Alors oui, nous on a une petite gamme de sorbets parce qu'on travaille avec des glaciers, des restaurateurs et ça nous permet en fait d'avoir un complément de gamme. Donc il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui consomment uniquement des sorbets, qui ne consomment pas de lait, que ce soit du lait de chèvre, de brebis, de vache. Oui, c'est dommage, ça s'appelle des véganes en général et c'est très dommage. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein. Bon, ils savent pas ce qu'ils perdent, notamment avec vos glaces. Karine Bossu, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais votre marque, elle est connue et depuis un bout de temps, c'est Eau-de-Lyne. Oui, tout à fait, oui, Eau-de-Lyne, qui existe depuis 29 ans. 29 ans, ça a été une reconversion pour vous, hein, parce que au départ, le lait de vos brebis servait plutôt, comme toute l'aire d'appellation, à faire du roquefort. Oui, et encore, de toute façon, on livre une partie du lait pour le roquefort, de toute façon. Et pourquoi tout d'un coup les glaces? Parce que vous aimiez ça? Oui, d'abord les glaces c'est bon, de toute façon. Non, mais pas que. C'est qu'en fait on cherchait à mieux valoriser le lait. Et donc voilà, on a essayé, on a vu qu'au niveau du fromage, il y avait déjà quand même beaucoup de fromage sur le marché. Donc on a décidé de se lancer dans les glaces. On a fait des essais, on a fait des marchés. Et puis ce produit a plu et voilà, on l'a développé avec la. Vous avez rencontré votre public, comme on dit dans les médias. C'est ça, et on l'a même développé. et bien tenu, Tout à fait, oui. Parce que les générations ont passé et les enfants de vos premiers clients sont clients à leur tour et les petits-enfants. C'est ça, voilà. C'est une histoire sans fin. De suivre la famille comme ça dans ses goûts. Oui, c'est certain, oui. C'est important. Oui. Patrice Raymond, vous, comment ça a démarré, les glaces de chèvre? Moi, ça a démarré au lait de chèvre, au lait de chèvre, pas au fromage de chèvre ni au bouc, parce qu'il y en a plein de gens qui passent devant mon stand et qui ont toujours peur. Voilà. Oui, donc, quand vous passez devant mon stand, surtout, c'est la vente directe. N'hésitez pas à vous arrêter en fait. Ouais. Voilà, moi je fais goûter, déguster, et souvent les gens repartent avec les glaces. Voilà, parce que les gens ont peur, ils ont un a priori. Eh ben parce que le lait a un goût particulier. Alors moi, le mien, j'en bois tous les matins, il n'a pas de goût particulier en fait. Voilà. Il a quand même une petite odeur caprine, enfin, j'imagine. Moi, mes chèvres sont dehors toute la journée en fait. Voilà. Ouais. Et donc il y a moins de goût caprine, comme on dit, que celles qui sont des Indus, qui sont enfermées toute la journée, quoi. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que ça a démarré? Parce que vous avez jamais fait de fromage à partir de Non, jamais fait de fromage. Vous êtes lancé tout de suite dans la glace et la crème glacée. Je suis quelqu'un qui aime pas faire comme les autres. Ouais. Voilà, donc j'ai voulu pas faire comme les autres déjà. Voilà. Et puis mon tout premier métier, en fait, je suis pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, en fait. Voilà. Ah bah voilà. Donc du coup, j'ai réuni les chèvres que j'aimais bien. Vous vouliez verticaliser votre production, quoi. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. Et vous êtes installé où? Alors, je suis à Saint-Sevé de Rustan, en fait, à côté de Rabassens-de-Bigorre, en fait. C'est dans les Hautes-Pyrénées, c'est la limite du Gers. Ouais. Voilà. Parce que moi, j'aime bien être un petit peu élargi. Et vous êtes de l'autre côté. Hein, alors nous, on est limite Aude d'Ariège. Voilà, on est limite Aude d'Ariège. Voilà. Ouais. Donc, parce que ce salon, les Pyrénéennes, ici, à Saint-Gaudens, il embrasse évidemment tout ce piémont pyrénéen et plus largement le sud-ouest et l'Occitanie. Oui. Parce qu'on trouve un peu des productions venues de partout sur ce large territoire. Est-ce que c'est cette brebis qui donc sert à produire le lait chez vous, c'est de la cosnarde Ah non, pas du tout. C'est la lacone. La lacone. C'est la lacone. Comme je vous disais tout à l'heure, on livre une partie du lait pour le roquefort, pour la pastourelle, pour ne pas les citer. Et donc effectivement, le cahier des charges roquefort nous impose de travailler avec la lacone. Uniquement la lacone. Voilà. D'accord. Et même pour vos glaces, vous pourriez tenter peut-être de prendre d'autres races? Non. Vous gardez un troupeau homogène? Non, on a un troupeau et ça suffit. Combien de brebis chez vous? On a 350 brebis. Ah oui, ça commence à faire, il faut s'en occuper. Oui. Ça occupe, oui. Non, j'ai beaucoup de respect pour les éleveurs, quelles que soient les races animales qu'ils élèvent, parce que c'est un travail de plein temps, d'abord, parce qu'on vit au rythme de l'animal et pas l'inverse.
Oui, tout à fait. C'est quand même assez prenant. Et c'est, enfin moi je vais dire que c'est une vocation. Le métier d'éleveur, c'est une vocation. On s'improvise pas éleveur, c'est quand même compliqué, mais quand même c'est un beau métier. Patrice Raymond, combien de chèvres? Alors moi juste une quarantaine, voilà, je suis une... voilà. Mais vous êtes tout seul avec vos chèvres, quoi. Voilà, je suis tout seul à tout faire en fait, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, je fais l'élevage, je la traite, je fabrique et je vends. Et c'est alors généralement en France, il y a deux grandes espèces, enfin deux grandes races, c'est l'alpine chamoisée ou la saanen. Voilà, et bien moi j'ai un peu des deux, et du coup j'ai croisé les deux, donc du coup je me retrouve avec des chèvres un peu plus rustiques. De l'alpine saanen. Voilà. Voilà, un peu plus rustique, malgré que la chèvre soit pas très rustique. Voilà. Oui, parce que du coup, il faut le rappeler, autant il y a des cahiers des charges très précis dans la production fromagère, notamment, et surtout sur des aires d'appellation, autant vous êtes un peu libre. À partir du moment où c'est du lait de chèvre, vous pouvez choisir votre Voilà, votre c'est ça. race de Voilà. chèvre. Moi, j'ai pas des chèvres qui ont des pieds énormes. Moi, je cherche pas que ce soit des grosses laitières. Voilà, j'ai juste des chèvres qui fabriquent du lait, mais modérément. Voilà. Combien de parfums dans votre gamme? Alors là, j'ai 12 parfums, voilà. Qu'est-ce qui se vend le mieux? Allez, soyons clairs. Alors ça dépend des saisons, ça dépend des endroits. Voilà, Alors je fais tout ce qui est fruité avec des purées de fruits. Voilà, il y a 0 arôme chez moi en fait. D'accord. Voilà, le chocolat, c'est du chocolat soit de cacao, du café, du vrai café. Enfin voilà. Les arômes sont vraiment interdits à la maison. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en est chez Audeline alors? Combien de produits dans la gamme? À ce jour, on a une quarantaine de parfums en glace et une dizaine en sorbet. Mais qui tournent au cours de l'année, j'imagine? Oui, qui tournent autour de l'année. Donc après, on se déplace sur des salons pour essayer de trouver des pépites pour avoir de super matières premières, quoi. Je pense à la pistache. Bon, on s'est rendu en Sicile, on travaille en direct avec de la pistache sicilienne. Le Bronte. Voilà, exactement. Bien sûr. Ouais. C'est important parce que quand on fait l'effort de prendre un lait, je dirais, alternatif par rapport à tout le lait de vache qui sert chez les glaciers en général, on se doit aussi, dans les approvisionnements, d'être super sérieux, quoi. Oui, c'est nécessaire. Sélectif. De toute façon, si on veut un produit de qualité, il faut avoir des ingrédients de qualité. Et ben voilà. Vous l'avez compris, ici, dans toute cette belle région occitane, il y a une alternative au lait de vache dans nos glaces. Et ça marche formidable, que ce soit chez Patrick Raymond, la ferme rustanaise. Patrice Raymond, la ferme rustanaise, ou les glaces Audeline, à la ferme du Bosque, chez Karine Bossu. Merci beaucoup d'être venu. Je vous laisse retourner à vos stands parce que c'est la folie ce matin. Le dimanche matin, j'ai l'impression que tout le monde veut des glaces. Et nous, on se retrouve dans une minute ou deux pour la suite. On va forcément parler canard, vous imaginez bien. En direct du salon Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ah oui, toujours aux Pyrénéennes à Saint-Gaudens. Quel bonheur d'être ici le dimanche matin. Il y a des beaux animaux partout, de l'élevage. C'est la fête de l'agriculture ici dans le Comminges. Et je ne pouvais pas passer par cet endroit, en plein cœur du sud-ouest pyrénéen, sans parler d'un personnage essentiel de ce salon et de la région, le canard. Avec moi, j'ai Valérie et David. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, ma chère Valérie Jiménez, la ferme de Touméou, où est-ce que c'est la ferme de Touméou? À Charlas, en plein Comminges. Vous me dites à Charlas, en plein Comminges. À quelques kilomètres d'ici. Exactement, à côté de Boulogne-sur-Gesse. Vous êtes la locale de l'étape. Tout à fait. Absolument. Et vous, en revanche, David, vous êtes un peu plus loin. Un petit peu loin, à côté de Trie-sur-Baïse, à Castex. Et c'est où ça? C'est dans le 32. Dans le 32, voilà. Dans le Gers. Dans le Gers. Voilà. Mais quand on dit le Comminges, quand on dit Pyrénées, quand on dit le Gers, on entend canard. On entend coin-coin derrière. Il n'y a rien à faire. Bah oui, mais c'est normal, c'est un produit important du coin. Valérie, alors, avant de se parler des produits que vous faites, puisque vous transformez des produits du canard, parlons un petit peu de la situation. L'année dernière, à nouveau, vide sanitaire. Il faut dire que le canard, il n'a pas beaucoup de chance. Le nombre de grippes aviaires, de problèmes qu'il y a eu, c'est toujours le canard qui souffre. Comment ça va? Écoutez, pour l'instant, ça croise les doigts, c'est ça? Voilà, on n'est pas rentré encore dans le dur parce que c'est vraiment une pathologie en fait qui arrive en plein hiver. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de cas. Les canards ont été vaccinés. Donc on espère qu'il y aura beaucoup moins de mortalité et surtout moins de tueries en fait sur les élevages et moins
de restrictions. De l'abattage sanitaire, C'est quoi. ça. Voilà, c'est ça qui est terrible hein, et qui fait mal au cœur. C'est de la perte sèche et en plus du grand malheur pour les éleveurs. David, c'est une période du coup où le temps suspend un petit peu son vol. On se dit jusque là ça va, c'est ça? Exactement. Après, avec la vaccination, on va croiser les doigts que ça tienne et ouais, bien qu'il n'y sûr. ait pas de soucis. Et qu'il n'y ait pas de nouvelles souches qu'on n'avait pas vu venir. Oui, ben oui, on s'en doute. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le Comminges, ma chère Valérie, dans votre ferme du Touméou? Quels sont les produits phares chez vous? Alors moi, donc je suis gaveur-conserveur, Ouais. c'est-à-dire que je gave. Alors je suis pas éleveur, je travaille avec des éleveurs. D'accord, qui vous fournissent les... Exactement, les prêts à gaver, les PAG. Et donc moi je fais gavage et après je travaille justement avec David dans une CUMA Ouais. qui permet en fait d'avoir un atelier CE, de travailler aussi en CE, équipe. dites donc les acronymes. CE, c'est quoi CE? C'est conforme européenne. Enfin, Oui, c'est la conformité européenne. Hein, Voilà. C'est des règles sanitaires et d'hygiène et de santé. C'est ça, c'est ce qui nous permet aussi de vendre nos produits en dehors de plus de 100 km. Ouais, sinon, ça serait que sur le marché à côté de chez vous. Exactement. Voilà. Et donc, moi, je gave, je transforme tous mes canards. Je fais à peu près 1000 canards à l'année. Et voilà, c'est important donc, ce que vous dites, hein, parce que vous dites je ne suis pas éleveuse, je suis gaveuse. Oui. Le grand public ne le sait pas forcément, qu'il y a toute une filière autour du canard. On n'est pas obligé d'avoir des canards autour de chez soi Tout à fait. pour travailler dans le canard et le canard. Tout à fait, parce que l'élevage, c'est un métier à part entière. Gaveur, c'est un autre métier. Et il y a beaucoup Naisseur, c'est voilà. encore un troisième Exactement. métier. Je veux dire, toute cette filière, quand il faut le savoir, quand la grippe aviaire frappe, c'est toute une population d'une filière entière qu'elle met à mal. Oui, oui. Ben, c'est tous les corps de métier en fait qui s'occupent du canard poussin jusqu'à la fin, c'est-à-dire nous, les gaveurs et conserveurs. Jusqu'au foie gras dans mon assiette, hein, si je puis me permettre. Hein. David Béguet, alors on a un petit peu souffert l'hiver dernier, hein, et notamment au moment des fêtes, hein, il y a eu vraiment une pénurie de canards. Comment ça va là? Soyez sympa, quoi. Promettez-nous que les fêtes qui viennent dans 3 mois là, on va avoir tout ce qu'il faut comme canard. Oui, en 2024, ils devraient en avoir assez. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, je serais venu aux Pyrénées rien que pour entendre ça, vous voyez. Ça va se tenir jusqu'à la fin de l'année, ouais. Un canard, vous travaillez les mêmes canards, vous travaillez des mulards? Des mulards, oui. Ouais, exactement, Hein? oui. Il faut rappeler ce que c'est le mulard. C'est le canard à foie gras par excellence, Oui. hein, surtout dans le sud-ouest. Hein. En fait, c'est un croisement. Alors, je sais plus exactement, Pékin et puis Barbarie, je crois. Oui, Barbarie. Donc, c'est des canards qui sont plutôt faciles à gaver. Et qui... Oui, il faut savoir que c'est pas une torture pour eux. Hein. Non. C'est pas qu'ils le demandent, mais ils y vont allègrement. Hein. En fait, c'est une suralimentation. C'est des animaux qui ont la capacité eux-mêmes de se gaver pour la migration. Donc nous, c'est vrai qu'on les force, mais un canard qui souffre en fait n'arrive pas au bout. Est-ce que vous êtes, excusez-moi, mais est-ce que vous sentez stigmatisé, montré du doigt par les antispécistes, par les véganes, par toute cette polémique autour du gavage du canard qui vient notamment des États-Unis qui sont très durs avec ça? Oui, on a ces réflexions-là. Moi, j'invite en fait à chaque personne avec qui je discute et qui est contre le gavage de venir voir notre salle de gavage, par exemple. Oui, vous invitez. Oui, c'est porte ouverte. Enfin, on peut le faire. Oui, moi je leur demande, je dis aux gens, venez voir. Voilà. Parce que David, évidemment, vous êtes gersois, donc c'est pas chez vous que vous allez avoir tellement de problèmes. Hein. On se doute que quand ça fait partie de la culture et notamment de la culture à table d'un département comme le vôtre, c'est pas ici qu'on va chercher le problème. Mais quand on parle d'ailleurs en France et surtout d'ailleurs en Europe et dans le monde, c'est vrai que vous êtes sous l'œil du microscope, hein, des chercheurs de poux dans la tête. Oui, quand on se déplace, on en voit quelques-uns qui vont venir nous critiquer, mais on essaie de leur expliquer tranquillement. Mais pas ici, par exemple, pas sur le salon, là, non, globalement. Ici, non, ça vous arrive un petit peu quand même? Enfin, on vous aiguillonne un peu? Un ou deux, mais c'est assez rare, oui. Vous savez quoi leur répondre? Oui, exactement. On leur explique. Vous leur faites goûter, on leur fait goûter et on leur explique qu'on travaille dans le respect du bien-être de l'animal, du canard. Bah voilà. Valérie, donc on croise les doigts, si j'ai bien compris. Le salon s'est bien passé. Ici, c'est toujours bien. Oui, ça a été. Bon, il y a toujours autant de monde. Et voilà, les gens qui veulent découvrir en fait des produits. Donc on leur a
proposé sur les 4 jours une dégustation et ça s'est bien passé. Bon, ben en tout cas, dimanche, c'est le jour de fermeture, donc il faut se dépêcher. Hein. D'ici à ce soir, si vous passez dans la région du Comminges, au sud de Toulouse, n'hésitez pas à venir. Hein. C'est une fête de l'agriculture absolument formidable. Nous, on va continuer, mais je vais vous parler d'un autre salon qui se tenait cette semaine à Paris, avec un palmarès extraordinaire. On fait tout ça d'ici des Pyrénées, hein, parce que quand même, hein, on a la vue élargie. Allez, à tout de suite. En direct du salon Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Voilà mes amis, pour ce qui concerne le cochon, les glaces au lait de chèvre et de brebis, le canard, c'est un peu fini, même si je reste ici à Saint-Gaudens au salon Les Pyrénéennes. Je voulais revenir sur un autre événement qui s'est tenu cette semaine à Paris, le salon Gourmet Sélection, et notamment avec un concours qui met en avant les meilleurs produits du salon. J'y étais pendant cette semaine et j'y ai rencontré des personnages passionnants. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Alors, je suis en compagnie de Fernando Medina Zenov, qui est le nouveau directeur du salon Gourmet Sélection. Bonjour Fernando. Bonjour Vincent. Alors Fernando, votre nom l'indique, vous êtes un cosmopolite, hein, de naissance, de famille, mais aussi de métier, puisque vous êtes né en Argentine, avec des origines en Europe centrale, et vous travaillez en France, alors que vous avez certainement travaillé dans le monde entier. Tout à fait, tout à fait. J'ai fait une carrière assez internationale. J'ai eu beaucoup de chance. Toujours dans l'agroalimentaire. Et ça fait 10 ans maintenant que je me suis installé en France. Mais jusqu'à là, argentin, toujours vécu en Argentine, travaillé dans l'agroalimentaire. J'ai pas mal voyagé pour le travail finalement après, parce qu'il y a 10 ans, j'ai découvert cet univers des salons et j'ai tout de suite adoré. Alors, vous arrivez comme nouveau directeur de ce salon Gourmet Sélection qui est le salon de l'épicerie fine, qui est un savoir-faire dont on est assez fier, on va dire en Europe du Sud, hein, globalement, parce que l'épicerie fine, c'est évidemment les approvisionnements en matière de produits que l'on peut fournir tant aux particuliers qu'aux chefs, qu'aux artisans de métiers de bouche, qu'aux charcutiers, qu'aux pâtissiers. C'est évidemment l'épice, mais les aromates et tout ce qui tourne autour, tout ce qui est élaboré autour. C'est tellement passionnant parce que justement j'étais toujours dans l'agroalimentaire en général, mais arriver dans ce petit univers de l'épicerie fine, c'est encore un autre monde. Il y a de la passion derrière les produits, de l'amour du terroir. Un produit, c'est beaucoup plus que ça. Il y a des sentiments derrière, il y a un vrai métier. Et des histoires humaines. Exactement. C'est l'humain derrière tout, les histoires qu'on entend parfois d'un projet de monter une épicerie fine ou de fabriquer un nouveau produit avec des nouvelles associations. C'est magnifique. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, et c'est peut-être aussi ce qui fait le charme de ce salon, qui est un salon professionnel, c'est que ici, l'industrie n'a pas sa place. L'industrie agroalimentaire, on est vraiment chez des artisans. Et même les petites industries, on va dire les manufactures ou les petites unités qui fabriquent des produits en plus grand nombre que simplement un artisan dans son échoppe, ça reste tout de même très artisanal dans l'esprit. Tout à fait, et c'est quelque chose qu'on veut surtout privilégier. On sait que les visiteurs d'un salon comme Gourmet Sélection viennent chercher la nouveauté, les nouveaux produits, découvrir des nouvelles entreprises qui ont trouvé une façon de faire et qui ont un savoir-faire qu'ils attendent de juste faire découvrir à la plupart des gens possibles. J'adore que ces salons permettent de découvrir aux visiteurs ces petits artisans qui sont dans un coin de la France qu'on ne connaît pas. Ou d'ailleurs, Italie, Espagne. Tout à fait. On a 28% de nos exposants qui viennent de l'étranger. Et quand j'ai parlé de nouveaux, 42% de nos exposants sont des nouveaux. Et on veut surtout privilégier ça pour possibiliter la découverte. Quand on rentre dans ce monde, on devient passionné tout de suite. Parce qu'on découvre ce qu'il y a derrière les produits et ce sont des histoires, des terroirs, des saveurs qu'on n'a pas goûté auparavant. C'est magique.
Fernando, vous avez participé cette année comme dégustateur, hein, le nouveau venu, un peu la chance du débutant, au jury des Best-of, qui est le concours qui identifie les meilleurs produits et qui va récompenser les meilleurs produits présents sur ce salon. Quel a été votre sentiment en dégustant cette diversité de produits? J'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai vu la promesse délivrée. Parfois, on voit un produit, on se demande qu'est-ce que ça peut donner en réalité. Et une fois qu'on goûte, on vit l'expérience de découvrir à travers le papille, en fait, de ce qu'il y a derrière, ces packaging qui nous invitent à les découvrir. Bien évidemment, j'ai eu la chance de participer de tout ça autour de tous les jurys, des experts qui connaissent vraiment des experts, des journalistes, des influenceurs, des gens du métier. Exactement, et les chefs Mavromatis, justement, on découvre des produits qui a priori paraissent simples, mais parfois dans cette simplicité, il y a tellement de valeur. Aller redécouvrir, quand on parle par exemple des raisins mi-cuits. Alors c'est le best of best, hein. Je vais d'ailleurs aller l'interviewer dans une seconde. C'est ce que vous retenez, vous, ce produit vous a vraiment remué? Tout à fait, et aussi l'origine des produits. On a eu un prix pour un produit américain. Ok, c'est la sauce barbecue, on parle des experts dans ces domaines, hein. Mais c'est dire que pour un salon français, et que pour un jury français, finalement aussi, reconnaître un excellent produit américain dans un salon gourmet, c'est du nouveau. Et c'est vraiment un excellent produit. La sauce barbecue qu'ils font, elle est magnifique. Et on va vers les sentiments et les réconforts. Quand on déguste un produit, tous les sentiments se mélangent. Et ça nous amène quelque part, ça nous fait voyager. Justement, dans ma carrière internationale, on parlait un peu avant, à chaque fois que je partais dans un autre pays, j'ai cherché dans les épiceries de trouver un produit qu'on n'avait pas chez nous. Revenir à la maison et les déguster en famille, ça fait voyager à toute la famille, c'est incroyable. Merci pour votre magnifique sentimiento. On va aller directement interviewer le gagnant des gagnants, la Maison Perret, pour ce raisin mi-cuit sorti de on ne sait où. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Alors j'ai fait un saut de puce et dans l'allée suivante, j'ai trouvé Baptiste Hamelin qui est le jeune et nouveau patron de la société Marc Perret, la Maison Marc Perret. Bonjour Baptiste. Bonjour Vincent. Alors vous êtes depuis peu, depuis hier, le nouveau lauréat des Best of Best qui identifie parmi les meilleurs produits du salon le produit phare avec, rappelez-nous ce que c'est, du raisin, mais alors du raisin spécial. Alors on l'appelle le raisin Régal mi-cuit. Donc c'est un raisin qui vient de Moissac, qui est récolté par des producteurs de Chasselas de Moissac, mais c'est un raisin sans pépins et qui va être mi-séché. En réalité, on ne va pas au bout de la déshydratation. Il va être mis en sachet et derrière, il va être pasteurisé. On n'ajoute rien du tout, pas de sucre, pas de conservateur, pas d'additifs. C'est vraiment le respect du fruit de saison qui vient d'un très beau terroir, puisque Moissac est un des terroirs réputés du raisin en France. Ah, c'est sûr, avec une AOP magnifique pour le Chasselas. Mais là, c'est une autre variété, le Régal. Oui. Alors, Baptiste, qu'est-ce qui vous prédestinait, vous, dans votre histoire? Vous êtes tout jeune, vous avez une trentaine d'années. Qu'est-ce qui vous prédestinait à racheter à Marc Perret sa production fruitière? Alors, mes parents étaient dans l'agro, ils ont travaillé pour une coopérative agricole et dans l'agriculture de manière générale. Et moi, j'ai fait plutôt des études de commerce, donc plutôt sur l'aval, on va dire, côté distribution, restauration, etc. Et en fait, j'avais envie de trouver un projet qui soit au milieu entre le monde agricole et le monde de l'épicerie, de la restauration et dans la cuisine, dans la gastronomie, puisque c'est ma passion
sélection à titre perso. Et donc là, j'ai trouvé une belle chaussure à mon pied, entre guillemets, puisque c'est une très belle maison avec un savoir-faire magnifique. Et j'ai été séduit tout de suite par les produits et par aussi les personnes, parce que Marc et Isabelle Perret étaient des personnes, enfin sont toujours des personnes avec des très belles valeurs que je partageais avec eux, de valorisation du monde agricole, de valorisation des beaux produits autour de produits simples mais bons. Quoi par exemple? C'est quoi la production de la maison Perret? Alors notre produit phare, ça va être des tomates, des pétales de tomates séchées ou confites. Enfin mi-séchées, mi-séchées en réalité, on les monte, donc on enlève la peau, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus onctueuses. Ouais. Et donc on travaille à la fois avec des épiceries sur ce produit-là, mais aussi beaucoup avec des chefs des très beaux établissements français et à l'étranger aussi un petit peu. Et après, notre spécialité de départ aussi, c'était la prune dente mi-cuite. Donc c'est la prune qui donne le pruneau d'Agen, hein. Vous n'êtes pas très loin d'ailleurs. C'est ça, on n'est pas très loin. Et en fait, Marc Perret était originaire de Marmande. Donc, ah bah ça c'est la tomate du coup. C'est la tomate, voilà, donc il y a le lien. Lot-et-Garonne, tomate, et maintenant on est en Dordogne, donc on essaie de travailler aussi avec certains produits qu'on trouve autour de chez nous, qui viennent agrémenter nos préparations, notamment nos tartinables à base de tomates, où on va venir ajouter par exemple de la moutarde au miel qui vient du Périgord ou du piment du Périgord, plein de belles choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit qui, a priori, ne paye pas de mine quand on le voit et qu'on ne connaît pas. Au milieu de produits extrêmement prestigieux, je sais pas, ici sur le salon, évidemment, on a des épices extraordinaires, on a du foie gras, on a du caviar, on a des produits de luxe. Et tout d'un coup, vous venez rafler au nez de tous ces producteurs avec un simple raisin mi-cuit. Le best of best, ça a dû vous faire un choc. C'est assez incroyable et je m'y attendais pas du tout pour le coup. On est sur un produit qui fait un peu l'éloge de la simplicité, mais la simplicité dans le sens noble du terme, c'est-à-dire un beau produit avec un très beau raisin à la base produit par une petite famille de Moissac. Et il y a quand même une tendance, je pense, dans le monde culinaire à aller vers un peu plus de simplicité par certains aspects. Et de sincérité. Et de sincérité, voilà. Et donc là, on est sur un produit simple, entre guillemets, mais qui a une belle histoire aussi, puisque ça a été une très belle rencontre avec cette famille de producteurs. Et puis, on avait l'habitude de travailler pas mal avec le raisin du Mont Ventoux. L'année dernière, il n'y a pas eu de récolte, il a fallu trouver des solutions. Oui, c'est presque un hasard qui a fait ça. Voilà. C'est un hasard tout à fait. Et puis, notre produit, on essaie de le choyer. Enfin, on est vraiment dans une logique, on fait un tri très, très fin. On essaie vraiment... Il est épépiné c'est un raisin. C'est une variété sans pépins. Sans pépins, mais il est égrappé pour le coup. Et il est trié pour avoir gardé les gros grains les plus beaux. Pour les faire sécher derrière et arriver sur ce beau produit in fine. Il y a un très beau travail artisanal dans notre équipe. On est une petite structure, on est 8 personnes aujourd'hui et j'ai eu la chance d'avoir une très belle équipe sur l'atelier de production qui fait un très beau travail et qui nous permet d'arriver sur ce produit-là. En fait, il y a beaucoup d'humains derrière, c'est ça que je voulais dire. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. J'ai poussé un petit peu plus loin dans le salon et j'ai trouvé un produit absolument formidable sur le stand de Propica. Et c'est Camille Dutrieux qui me reçoit. Bonjour Camille. Bonjour. Alors j'étais content parce que dans ce jury a été mis en valeur et a été identifié un produit qui pourtant est un peu délaissé parfois, c'est un miel. Mais il est particulier ce miel. Votre miel, c'est quoi ? Alors c'est un miel de chêne, alors exactement un miellat de chêne, ce qu'on appelle. Donc c'est un partenariat entre une fourmi et un puceron qui vient... Et une abeille au bout du compte. Et une abeille qui vient faire le travail à la fin, qui vient... Alors le puceron et la fourmi viennent faire une espèce de sève qu'on appelle le miellat. L'abeille opportuniste vient butiner ce miellat et vient en faire un miel exceptionnel. Alors, on est habitué à ça, des miels de miellat pour le sapin des Vosges, qui est une appellation d'origine d'ailleurs, ou le châtaignier. Mais le chêne, j'avoue que c'est rare. C'est extrêmement rare, c'est du chêne vert, ça n'existe pas partout. Et c'est vraiment dans une région qui sont les Pyrénées catalanes, et c'est là où on trouve le meilleur miel de chêne qui existe. Et c'est un miel qui a des qualités gustatives extraordinaires, mais c'est aussi des qualités nutritionnelles parce que c'est plein de fer et plein de magnésium. Propica, c'est aussi une société qui fait de l'huile d'olive, par exemple, dans la région catalane, mais côté espagnol, en descendant un petit peu. D'autres produits. Vous êtes apiculteur ou vous achetez à des apiculteurs ? Alors, moi, c'est une histoire de famille. D'accord ? Donc, c'est ma grand-mère qui connaissait un apiculteur.
Nous, on a voulu racheter ces ruches, on travaille avec lui, on le fait travailler surtout. Voilà, donc c'est quelqu'un de ma famille, on va dire, parce que c'est du cœur et c'est vraiment une histoire familiale. Donc ce sont des ruches qui sont nichées entre la mer et la montagne. On est face à la mer, on est à côté d'un monastère qui s'appelle San Pere de Rhodes. Et c'est un cadre merveilleux et c'est un miel merveilleux. Vous avez dû être un peu surprise, peut-être avec un produit aussi simple, d'accéder à ce rang, d'être best-of cette année du salon, parce qu'on a des grands élaborateurs ici, des gens qui se creusent le ciboulot pour créer des produits, alors que là, c'est presque la nature et la sincérité du lieu qui créent le produit. Complètement. Alors, d'une part, je suis hyper honorée. Vraiment. D'autre part, je suis surprise, oui, parce qu'effectivement, c'est un produit qui est extrêmement simple. Mais d'autre part, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il le mérite. Parce que c'est un miel qui a été laissé à l'abandon pendant des années, le miel de chêne, qui est d'une rareté, qui est compliqué à faire malgré tout. Mais c'est sûr qu'en soi, nous, on n'a pas la main dessus. On est vraiment entre la fourmi, le puceron et l'abeille qui fait ce qu'il faut. Voilà. Merci Camille, on espère que vous serez là l'année prochaine avec un nouveau produit. Eh ben, j'y serai avec grand plaisir, peut-être avec l'huile d'olive ou un autre produit. On verra ça. En tout cas, c'était un plaisir de participer à ce salon. Merci infiniment. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et je ne vous fais pas le détail de tous les autres merveilleux produits du palmarès, mais en tout cas, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Si vous voulez passer à Gourmet Sélection, c'est un salon professionnel. Voilà, mes amis, un automne qui démarre ici à Saint-Gaudens, dans la douceur occitane et dans la gourmandise du Sud-Ouest. Je vous laisse après les infos de 11h en compagnie d'Alexandre Devecchio en toute vérité, puis tous nos beaux rendez-vous du dimanche auxquels vous êtes habitués. Une grosse bise depuis le Comminges, au pied des Pyrénées, entre Toulouse et Espagne, et à dimanche prochain sur Sud Radio. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants. Depuis le salon Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens.